Le 21 septembre 2012 à Gainesville, en Floride. Environ un mois après le début des cours à l'université de Floride, un mystère se développe sur le campus. Comment puis-je vous aider? Oui, écoutez, je m'appelle Carlos Aguilar et je suis le père de Christian Aguilar. C'est un étudiant là-bas à l'université et il ne répond pas à nos appels. Sa petite amie vient d'appeler et nous a dit qu'elle ne l'a pas vu ni parlé avec lui. Et je me demande si vous pouvez nous aider. Nous sommes ici à Miami et nous ne pouvons pas nous rendre là-bas tout de suite. D'accord. Où l'a-t-on vu en dernier? La dernière fois que je lui ai parlé, c'était à 15h42 hier. Il m'a envoyé un message disant que, vous savez, il a fait quelque chose pour moi et c'est tout. C'est la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Mais sa petite amie essaie de le contacter depuis hier et il ne répond pas. Il devrait être en cours ce matin. Écoutez, ce n'est pas son genre. Normalement, il répond tout de suite à sa petite amie. Et si elle est aussi inquiète, nous le sommes aussi en ce moment. Alors que le répartiteur reçoit plus d'informations du père de Christian Aguilar, une autre personne arrive au commissariat avec les mêmes préoccupations sur Christian. Un de ses amis est ici en ce moment, en train d'enregistrer aussi. D'accord. Je suppose que tout le monde s'inquiète pour ce jeune homme, ce qui est bien. D'accord. Nous vous rappellerons dès que possible, c'est certain. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. L'enregistrement continue pendant que le répartiteur parle à l'ami de Christian. D'accord, je commence juste avec le père de Christian, Carlos. Oui, D'accord, vous vous inquiétez pour sa sécurité, c'est bien ça? eh bien, je ne sais pas où il est en ce moment. Il ne répond pas à son téléphone. Quand a-t-il été vu pour la dernière fois? Il était avec moi, puis nous nous sommes disputés, et il a voulu sortir de la voiture, alors je l'ai déposé vers la 441, là où... le parc sur la 441, quelque part près d'un parc sur la 441. À quelle heure de la journée c'était? C'était vers 6 ou 7 heures. Avant, nous n'étions pas seuls dans la voiture. D'accord, il est sorti de la voiture et a commencé à marcher. Avant qu'il ne descende, on a pris cet homme, genre on a pris un autostoppeur au hasard avant qu'il ne descende. Vous avez pris un autostoppeur? Oui, on a pris un autostoppeur. C'est très stupide, je sais. L'autostoppeur est-il aussi sorti avec lui? L'autostoppeur est descendu environ 10 à 15 minutes avant lui, dans un autre endroit. Et je me souviens que c'était de l'autre côté de la 441, dans le garde-meuble où on l'a déposé. Laissez-moi prendre votre nom. Je m'appelle Pedro Bravo. P-A-D-R-O. Pedro. Es-tu étudiante ici? Non, je suis étudiant à Santa Fe. Lorsque l'officier rencontre Bravo, il apprend que Bravo et Aguilar sont amis depuis le lycée et qu'ils commencent tout juste leur premier semestre à l'université. Il leur explique que leur dispute était due au fait que Bravo avait dit à Aguilar qu'il était suicidaire et Aguilar s'est mis en colère et a essayé de le raisonner. Bravo l'a alors mis dehors de sa voiture. Si Bravo était la dernière personne à avoir vu Aguilar, cela signifie que personne ne l'a vu depuis plus de 15 heures. La police serait-elle capable de retrouver cet autostoppeur mystérieux? La panique du père d'Aguilar grandit. Bonjour, ici Monsieur Carlos Aguilar, le père de Christian. Oui, avez-vous eu de ses nouvelles? Non, non, non. D'accord, eh bien, nous avons maintenant un officier qui parle à son ami, qui s'appelle Pedro. Voilà où nous en sommes. Nous n'avons pas d'autres informations pour l'instant. Oui, mais vous n'avez pas vérifié sa classe ou sa chambre? Non, pas encore. Pas encore. Vous êtes sur le point de fermer? Est-ce que je dois venir vers vous? Oh non, laissez-nous juste un peu de temps. Nous devons suivre la procédure. J'ai contacté le personnel d'accueil et tout le monde. Je comprends que l'ami l'a vu pour la dernière fois hier après-midi vers 19h. 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 Oui, j'ai aussi parlé à son ami. D'accord. Vous m'avez déjà dit la même chose. D'accord. Très bien, merci. Je vous en prie. Au revoir. Les agents de l'université vérifient la chambre d'Aguilar et apprennent qu'il n'y a pas été vu depuis 13 heures la veille avant qu'il ne retrouve Bravo. Salut. Elle va devoir interrompre le cours. Hier, ce gamin, enfin, il y avait aussi un autostoppeur impliqué, donc elle devait vraiment entrer et interrompre le cours et voir s'il va bien au final. Les agents vérifient tous les cours d'Aguilar et apprennent qu'il n'est pas venu. La petite amie d'Aguilar, Erika Freeman, qui est allée au même lycée que Bravo et Aguilar à Miami, se rend également au commissariat pour signaler sa disparition.
Et les enquêteurs ont découvert que Pedro Bravo avait omis certains détails cruciaux concernant sa relation avec Aguilar, en particulier en ce qui concerne Erika. D'accord, donc je comprends que toi et Pedro êtes sortis ensemble pendant tout le lycée. Oui, en gros, ça allait faire 3 ans en octobre maintenant. Donc environ 3 ans, oui d'accord. Quand as-tu finalement rompu ta relation avec Pedro? C'était fin juin. Il était vraiment bouleversé à l'idée qu'on se sépare, mais je veux dire, je lui ai dit en décembre que je n'étais pas vraiment heureuse. Et après notre rupture, il est devenu très possessif, comme s'il disait « Je me fiche de ce que tu ressens. Je veux être avec toi et rien d'autre ne compte. » J'ai donc gardé mes distances. Alors, à quel moment penses-tu que toi et Christian avez eu une discussion de vive voix où vous vouliez être ensemble? Ouais. C'était peut-être le 2 ou le 3 juillet si j'avais un calendrier. Je pourrais te montrer. Eh bien... Je n'ai pas besoin de la date précise, juste d'une idée de la période. Freeman et Aguilar commencent à sortir ensemble à Gainesville, tandis que Bravo, l'ex-petit ami de Freeman, reste à Miami pour aller à l'Université internationale de Floride. Très bien. Quand est-il arrivé à Gainesville? Pour être honnête, je ne sais pas. En fait, il ne m'a pas vraiment dit, il a beaucoup parlé, ça a été très dramatique tout ça, même avant que tout ça n'arrive, c'était déjà dramatique, ce genre de choses n'arrive pas aux gens normaux. C'est digne d'un feuilleton, on n'aime pas ça. Christian et moi étions très mal à l'aise, on ne voulait pas qu'il vienne à Gainesville, on était très heureux, juste tous les deux. Tout allait bien, et puis tout ce chaos est arrivé, et c'était surprenant et on ne savait pas comment gérer ça. Donc Pedro arrive ici vers le mois d'août. D'après ce que j'ai entendu, il est arrivé la veille du début des cours. J'ai entendu qu'il pensait venir ici. Je me suis dit qu'il devait me parler avant de déménager car c'est une décision précipitée. On l'attendait. Je pensais qu'il allait me confronter, pas arriver ainsi. J'attendais près du téléphone, prêt à répondre s'il appelait. Toi et Christian, vous avez discuté et vous vous êtes fréquentés tout au long du mois de juillet et au début du mois d'août. Oui. Vous développez votre relation? Mais maintenant? En parliez-vous à d'autres personnes ou le cachiez-vous? Non, nous gardions ça pour nous. La situation s'est encore compliquée lorsque les détectives ont appris que l'ex-petit ami d'Aguilar avait toujours accès à ses comptes e-mail sur son ordinateur, et ce qu'elle a découvert ne lui a pas plu. Elle a vu quelque chose et a dit « Oh, tu sors avec Erika? Attends, laisse-moi, j'en ai parlé à Pedro. Je crois qu'elle n'a pas vu combien il a mal vécu la rupture. » Mais ce même jour, elle lui envoyait encore des messages et il lui a envoyé quelque chose qui disait à peu près ceci. Genre, dans une semaine, si je ne suis pas heureux, je vais en finir, ce genre de truc. J'ai commencé à lui envoyer des messages. Il ne voulait pas me voir, mais je lui ai dit « Je comprends, mais il faut qu'on en parle. J'ai besoin que tu te calmes. » Te menaçait-il de se faire du mal ou venait-il de commencer? Te suppliait-il de revenir vers lui? Il ne me suppliait pas vraiment, mais il se mutilait. Il m'a montré à ce moment-là, c'est là que j'ai découvert qu'il se mutilait en me montrant son bras. J'ai l'impression qu'il le faisait pour l'effet dramatique, comme pour dire « Écoute, je suis sérieux ». Genre, Je ne sais pas s'il l'a fait exprès pour me le montrer et me faire culpabiliser afin que je retourne vers lui. Il parlait de se suicider, il ne plaisantait pas avec ça. Je me disais qu'on ne sortait pas vraiment ensemble, on traînait juste, je ne savais pas quoi faire et j'en ai parlé à Christian. Plus tard, chez moi, je lui ai dit que je n'avais pas confirmé notre relation. J'ai dit qu'on traînait ensemble et que peut-être qu'un jour on serait ensemble et que, en gros, ça ne le regardait pas vraiment. en apprenant qu'il y a une histoire de triangle amoureux, les policiers de l'université font appel à la division des enquêtes criminelles. Bientôt, le service de police de Gainesville se joint à l'enquête. Il découvre rapidement que Bravo ne cesse de changer les détails sur ce qui s'est passé lorsqu'il conduisait avec Aguilar et il ne croit d'un pas à son histoire d'autostoppeur. J'ai donc pu vérifier votre téléphone portable et savoir où vous étiez et à quelle heure exactement. D'accord, ça ne coïncide pas vraiment avec une partie de l'histoire que vous nous racontez, d'accord? À quelle heure pensez-vous avoir été au hub et vous être retrouvé? 14h30, d'accord? Donc vous vous souvenez avoir reçu un appel vers 14h15 et que vous étiez dans ce secteur? Jamais, je ne me souviens pas avoir reçu un appel téléphonique. À quelle heure pensez-vous avoir déposé cet autostoppeur? Nous l'avons déposé, je ne suis pas sûr de l'heure exacte, parce que j'étais avec Chris vers 14h30 à peu près à ce moment-là.
Et ensuite, après ça, on est allé à Zaxby's et chez Best Buy. Et je ne sais pas combien de temps on est resté là-bas. Je suppose qu'on y est resté genre au moins une bonne heure, d'accord? Donc, si je disais que vous étiez dans cette zone vers 16h03, est-ce que ça vous semblerait correct? Plus ou moins. Mais bon, vous y étiez. Bravo avait initialement dit à un officier qu'il était aidé rentrer chez lui après avoir déposé Aguilar et qu'il avait pris 4 somnifères, dormant de 22 heures jusqu'au lendemain matin. Mais quand il lui demande s'ils peuvent jeter un œil à l'intérieur de sa voiture, ils trouvent un reçu McDonald's, de 1h du matin. Ce matin-là, dit Bravo, peut-être qu'il y est allé dans un état vaseux. Vous avez aussi éteint votre propre téléphone. C'est bien ça. Mon téléphone n'avait plus de batterie et je l'ai éteint parce qu'il ne restait que 10% de batterie. À quelle heure avez-vous rallumé votre téléphone? J'ai rallumé mon téléphone. Vers 1h, je suis allé chez McDonald's environ. Les relevés indiquent qu'il est resté éteint jusqu'à 4h. Je vous assure, je l'ai éteint à 1h et rallumé à 4h15, puis j'ai reçu un appel d'Erika Freeman. Je vous montre juste les relevés, d'accord? Je vais. Donc tu vois, tu sais, il est écrit non disponible, non disponible, non disponible, non disponible. Et puis à 4, en fait, excuse-moi, à 4h13 et 35 secondes, tu rallumes le téléphone. Donc à 4h13 du matin et 35 secondes, tu rallumes le téléphone. D'accord. Et peu de temps après, j'ai reçu un appel téléphonique. Je crois que oui, puis tu l'éteins à 10h18. Donc tu as éteint ton téléphone et pendant tout ce temps, ton téléphone est resté éteint. Je pense que, évidemment, notre question la plus importante, c'est, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé entre 4h03 et 5h59 quand tu étais dans cette zone? 5h59. Oui. Nous y reviendrons, je vais te montrer. Lors de notre discussion plus tôt, tu as mentionné que vous vous êtes retrouvé au hub à 14h. 14h30. Oui, on a passé en revue tout ce scénario et je t'ai parlé du McDonald's à 1h30 du matin ou quelque chose comme ça. Et j'ai découvert que tu ne m'avais pas dit la vérité à ce sujet. Oui. Et d'autres choses, et que tu ne savais pas vraiment ce qui lui était arrivé, ni où il était. Ce dont je parle, c'est que à 4h03, tu es ici, d'accord? Ton téléphone est là-bas à 5h59. Donc ça nous dit que tu es bien dans cette zone pendant 2 heures. On veut savoir ce qui se passe durant ces 2 heures. Eh ben, Chris et moi, on parlait pas mal. On ne parlait pas en conduisant. Genre, on parlait avant. On découvre de nouvelles choses dont tu ne m'avais jamais parlé avant. Mais je ne t'ai pas dit que j'étais dans ce coin-là et je ne te l'ai pas dit. Je crois que tu es parti de là-bas et que tu es allé quelque part t'asseoir pendant. Eh bien, je ne suis pas resté assis pendant 2 heures. Je suis juste resté là un moment. Tu t'es arrêté et vous avez parlé quelque part et non, tu es... Non, nous ne nous sommes pas arrêtés pour parler. D'accord, je sais que tu as pris un autostoppeur, selon toi. Oui, c'est exact. Et tu l'as emmené, tu l'as déposé à l'entrepôt. C'est exact. Tu peux vérifier que c'était plus tôt. Vers 4 heures, quelque chose comme ça dans l'après-midi. Mais tu étais dans cette zone pendant 2 heures. Où étais-tu pendant 2 heures? À cet endroit, Walmart? Tu peux demander à l'agent de sécurité de Walmart qui patrouille en voiture. Il pourra te donner les horaires et te dire si mon véhicule était présent. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais juste en train de parler avec Chris à ce moment-là. Puis l'histoire de Bravo concernant la dépose d'Aguilar change encore une fois. Pourquoi n'as-tu pas noté sur le tableau que tu étais sur le parking du Walmart? Parce qu'on était juste assis là pendant un moment, on discutait simplement. C'était un petit truc entre lui et moi. On a juste parlé 1 minute. Mais vu ce dont on parle... Je sais, je comprends. Aucun détail n'était insignifiant. Je comprends. Et comment remonte-t-on? Voilà ma question. Je suis remonté là-haut en voiture, genre... D'accord, ce que je te demande c'est, très bien. Donc toi et Chris êtes ensemble chez Walmart, c'est bien ça? Très bien, vous avez fini de parler pour une raison quelconque? D'accord, tu dis, bon, continuons à rouler un peu. C'est bien ça ou pas? Non, ce n'était pas vraiment qu'on avait fini de parler. On commençait plutôt à se disputer qu'autre chose. On s'est arrêté 2 heures pour discuter sérieusement. C'est là qu'on a commencé à plus se disputer. À ce moment, je lui ai donné un coup de poing au visage et lui ai dit de se lever. Et il sort de la voiture et il essaie de passer devant moi devant la voiture. Puis je sors de la voiture
Donc tu donnes un coup de poing à Chris à la bouche? Non. Non, tu lui donnes un coup de poing au visage. Il reste assis là et il est tranquille assez longtemps pour que tu puisses avancer, faire un demi-tour. Il ne l'a pas bien pris. Il est un peu, genre, choqué à l'arrière. Il se tient le nez et il est un peu comme... Il ne sait pas trop quoi dire. D'accord, donc il est choqué à l'arrière. Tu continues tout droit. Tu te souviens de la distance. Je ne suis pas sûr. D'accord. Donc tu arrives à cet endroit, d'accord, et tu mets Chris dehors où il sort de la voiture. J'ouvre la porte, genre, je me penche et j'ouvre où je lui dis de sortir. Il dit d'accord. Il est vraiment en colère en ce moment parce qu'il est pas seulement choqué, c'est ça. Genre, je lui ai mis un coup de poing au visage, mais il est aussi un peu furieux contre moi parce que je l'ai frappé au visage, ce qui est compréhensible. Donc il sort juste de la voiture, comme s'il allait partir. Mais il a roulé pendant 800 mètres sans rien faire à ce sujet. Eh bien, je lui ai en quelque sorte mis un coup de poing au visage et il est un peu tombé en arrière. Je sors de la voiture, garée en biais. Personne ne peut la voir ni ce qui se passe depuis la route, au cas où il arriverait quelque chose. J'ouvre la porte, je monte dans la voiture, je le vois, je le pousse. Il recule en titubant d'environ 1 mètre, 1 mètre 50, quelque chose comme ça. Il recule en titubant, je m'approche assez près, assez rapidement. Et je le fais tomber, il se retrouve sur le dos, puis il retombe en arrière. 1 demi-mètre, peut-être 1 mètre, j'imagine, sans certitude car je n'ai pas mesuré. Il recule d'1 demi-mètre ou d'1 mètre, puis tombe au sol. Je tombe alors sur lui et mets tout mon poids sur son ventre. Je tombe avec mes genoux sur son ventre, et ensuite, avec ma main, je vais directement vers son visage, genre, je le frappe avec la paume ouverte vers son visage. Ce n'était pas le seul signal. Oh, donc il y a des coups. On ne parle pas juste de toi qui la tient là. Non, je ne l'ai pas juste posé et tenu là. J'y suis allé pour le frapper, puis je me suis retiré, et j'ai utilisé l'autre main après ça. Je l'ai frappé une fois, puis je lui ai mis un coup de coude. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? À ce moment-là, il est un peu sonné, il bouge la tête de gauche à droite et il bouge son bras. Parce qu'il essayait de me repousser avec ses mains, parce que j'avais une main bloquée et l'autre main c'était lui qui essayait juste de me repousser. Est-ce qu'il saigne? Du visage, oui. Est-ce qu'il parle? Il ne parle pas bien, du moins s'il a dit quelque chose. Je ne l'ai pas entendu. Tu ne l'entends pas. Fait-il du bruit? Il gémit. D'accord, donc il est avec toi. Mais pas comme des gémissements forts, plutôt. D'accord. À peine audible, mais on l'entendait. D'accord, t'es parti en voiture, il est debout. D'après ce que j'ai vu, il était toujours au sol parce que je pouvais encore voir ses bras bouger. D'accord, donc il est toujours au sol. D'accord, je pense que je comprends mieux. Si tu nous dis la vérité, d'accord. Je pense que le problème auquel on se heurte ici, c'est que à chaque fois qu'on découvre quelque chose et qu'on se rend compte que tu ne nous dis pas la vérité, t'as toute une nouvelle histoire. Mais c'est toujours la même histoire. Je suis sur cette affaire depuis midi et je crois que cette histoire a déjà changé plusieurs fois. Eh bien, l'histoire a changé à un moment donné de façon spectaculaire, c'est vrai. À part ça... Qu'est-ce que tu caches d'autre? C'est tout, comme je l'ai dit. Je suis juste parti en voiture. D'accord. La dernière fois que je l'ai vu, Chris était là où je l'avais laissé. Est-ce que tu as des marques sur toi? Oh, quelques-unes, je veux dire, pour m'être battu avec lui ou quoi que ce soit. Pas vraiment, car il ne se défendait pas. Il n'a pas tenté de me frapper, il a juste essayé de... Il avait les mains sur mes jambes et a tenté de me repousser. Les parents d'Aguilar sont maintenant venus de Miami à Gainesville, et ils ont formé un groupe de recherche dans la zone où Bravo dit avoir laissé Aguilar. Il n'y a aucune trace de leur fils. Lors d'une réunion avec les détectives, le père d'Aguilar est rongé par la culpabilité. Ce que nous lui avons dit, et c'est cette partie qui me touche, c'est qu'il pensait qu'Erika était censée être celle qui devait en parler à Pedro. Et j'ai dit, eh bien, si Pedro vient te voir parce qu'il l'apprend de la mauvaise manière, il pourrait vraiment t'en vouloir, et je ne sais pas comment il réagirait. Et Christiane a plaisanté à ce sujet et j'ai dit, vous réfléchissez trop et vous regardez trop la télévision. Pedro ne sera pas quelqu'un dont il faut s'inquiéter. Nous avons des amis et ils comprendraient,
et il nous a dit que nous étions paranoïaques et que nous nous inquiétions trop. Ensuite, les détectives parlent aux amis de Bravo et Aguilar, qui ont également déménagé à Gainesville depuis Miami. Ils ont découvert que Bravo était bien plus affecté par le fait que son ex sorte avec son meilleur ami qu'il ne le montrait. À votre connaissance, avez-vous été témoin d'une conversation que Pedro aurait eue avec quelqu'un d'autre au sujet de quelque chose qui le bouleversait ou qui l'inquiétait, vous savez, concernant Christian? Rien à voir avec Christian, je veux dire. Pendant cette période? Dès que les rumeurs sur la relation entre Christian et Erika ont circulé, il disait que cela le rendait triste. C'est alors qu'il a parlé ouvertement de ses pensées suicidaires, sans jamais rien dire de mal sur Christian. Et quelle était la discussion à ce sujet quand il parlait d'elle? D'accord. Eh bien, je veux dire, comme tu le sais probablement maintenant, il n'est venu s'installer ici que pour Erika. Il a décidé de déménager ici 2 jours avant le début des cours parce qu'il était en visite. Et il s'est dit, « Hé, Erika vit ici, autant rester pour voir si elle me reprendra. » D'accord. Mais Pedro t'a dit directement qu'il était toujours intéressé par Erika? Oui, il parlait d'elle tout le temps. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Il est arrivé quelque chose à Christian. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? Je ne veux pas être pessimiste, mais je crois que Christian est mort. Et qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? Qu'est-ce que tu as entendu ou qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Je sais qu'ils devaient se retrouver pour discuter et arranger les choses. D'accord. Car ils étaient les meilleurs amis avant tout ça. D'accord. Et d'après l'aveu, je suppose qu'ils sont allés dans les bois et qu'ils se sont battus. Je ne crois pas que Pedro voulait tuer Christian, mais je pense qu'il voulait lui faire mal. Depuis le lycée à Miami, je veux dire, c'est juste une sorte de jalousie qui traîne. Je comprends cette histoire de jalousie parce qu'ils étaient en couple depuis 3 ans et ils ont rompu après qu'on ait eu notre diplôme. Donc tu penses qu'elle prenait peut-être ses distances avec Pedro, sachant qu'il ne prévoyait pas de venir à Gainesville. Et elle était là pendant l'été. Donc je pense qu'elle prévoyait juste de, tu vois, c'est tout, mec. C'est tout. On n'a plus de relation, c'est tout. Et oui, je veux dire... Penses-tu que Pedro accepterait ça facilement? Non. Car il croyait encore qu'il y avait quelque chose entre eux, non? Oui. D'accord, maintenant, je comprends que tu étais impliqué d'une certaine manière. As-tu d'une manière ou d'une autre facilité la conversation entre Pedro et Christian? Très bien, parlons-en. Quand et comment cela s'est-il produit? Mardi, Chris m'a appelé et il m'a dit « Oh, écoute, Pedro veut me rencontrer. » Mais son téléphone, il m'a dit que Pedro l'avait appelé d'une cabine téléphonique, que Pedro avait appelé, c'est Christian, que Pedro l'avait appelé de là. Il m'a dit que son vrai portable est tombé dans l'eau, donc il ne peut pas me contacter avec. Alors, tu peux lui dire, genre, par Facebook, ou si tu sais avec qui il traîne, tu sais, un ami, tu peux lui dire ça. Je ne peux pas le voir aujourd'hui parce que mon examen va finir tard, et il dit, oh, ça va finir à 22h45, et je n'ai pas envie de le voir aussi tard. C'est ça qui m'a un peu marqué. Il dit, je n'ai pas envie de le voir aussi tard. Hier soir, 22h30, 22h. Et j'ai dit, oh, pourquoi tu ne veux pas le voir aussi tard? Tu as peur? Et il a répondu, eh bien, oui, c'est à propos d'Erika, donc j'ai un peu peur. Je ne sais pas ce qu'il ferait, donc j'ai dit d'accord, je vais lui dire. J'ai contacté Pedro sur Facebook car il a fait tomber son téléphone dans l'eau et je ne peux pas lui envoyer de SMS. À un moment, j'ai reçu un SMS de Pedro et j'ai dit « Hey, ton téléphone n'est-il pas tombé dans une flaque d'eau ?» Il a répondu « Non, pas vraiment. » Je ne voulais juste pas lui parler directement parce que je suis un peu nerveuse à l'idée de lui parler directement. Mais Pedro m'envoyait des messages et ensuite j'envoyais des messages à Christian. Quoi? Pedro m'écrivait puis Christian et je racontais à Pedro ce que Christian disait pour un peu faciliter leur rencontre et ils devaient se retrouver au Hub à 14h jeudi, je crois. D'accord. Oui, le Hub. La dernière fois que je l'ai vu en personne, c'était mercredi. Il est venu chez moi. Oui, il est venu chez moi pour, genre, nous apporter des pizzas. Parce que Chris? Non. Pedro. Oui. Et j'étais là, mais tu veux lui dire quoi? Non, je veux juste mettre les choses au clair. Je lui ai même demandé, c'est pour ça que j'étais surpris, car je lui ai même demandé, oh, mais tu ne vas pas vraiment, tu sais, il a peur de te voir, tu ne vas rien lui faire, non? Il était là, non, complètement, genre, pourquoi tu me demandes ça? Non, je veux dire, même pas un coup de poing, non. Alors, qui essayait de forcer cette rencontre? C'était Pedro? Oui. Pedro voulait le voir? Oui. D'accord. Les détectives fouillant l'appartement de Bravo et quelques objets attirent leur attention.
Il trouve des reçus montrant que 4 jours avant sa rencontre avec Aguilar, Bravo a acheté une pelle, du ruban adhésif, des pesticides et des somnifères. Dans sa voiture, il trouve une bouteille contenant une substance poudreuse, ainsi qu'un journal intime. À l'intérieur, on trouve des phrases comme « Un problème est survenu, tu as besoin d'un alibi, donne ta carte bancaire à quelqu'un au hasard et demande-lui de faire des achats pour toi. » Il a peur, peut-être qu'il le sent, il remarque quelles sont mes intentions envers lui. Maintenant, je suis en position de force. Une fois que tu as accompli l'exploit, rends-toi chez Rose et détends-toi pendant 1 heure environ. Avec les affaires à l'arrière de la voiture, bien cachées et dans une valise dissimulée dans un autre sac, les détectives trouvent le sac à dos d'Aguilar, même s'ils n'ont pas retrouvé le corps d'Aguilar. La police de Gainesville arrête Bravo pour avoir privé une victime de crime de soins médicaux. Le 12 octobre, 3 semaines après la disparition d'Aguilar, le bureau du shérif du comté de Léon reçoit un appel de 2 chasseurs. Nous sommes sortis et sommes allés dans les bois pour chercher des lieux de chasse. D'accord. À quelle distance êtes-vous allé dans les bois? Je ne suis pas très bon avec les distances, mais probablement à 25 ou 30 mètres, quelque chose comme ça. Je lui ai dit que je sentais quelque chose et il m'a demandé quoi. J'ai répondu que c'était par ici. Soit il y a un énorme serpent à sonnette, soit un alligator, soit quelque chose de mort dans le coin. Et il s'est approché de moi et... il le sentait aussi. Tout ce qu'on s'est dit, c'est... Tu sais, on est dans un club de chasse. On a toujours fait partie de clubs de chasse. On pensait que c'était un animal mort, probablement un cerf ou un sanglier, ou alors quelqu'un venait de nettoyer son cerf et avait jeté les entrailles. Peut-être avait-il jeté les os, les entrailles, c'est la carcasse quelque part. Alors on s'est dit, bon, c'est peut-être un cerf, tu sais, voyons si on peut le trouver. Et s'il a des bois, celui qui le trouve garde les bois. Alors on a commencé à marcher un peu partout et on s'est rapproché de la route. Et c'est là qu'il a pu voir les mouches. Et pour moi, ça ressemblait exactement à l'endroit où les gens déposent les carcasses dans les bois. À quelle distance vous êtes-vous approché de ça? Je dirais probablement à 3 ou 4 mètres. Qu'avez-vous vu? Il m'a semblé que c'était un crâne, ça ressemblait à un crâne humain, face contre terre, et on aurait dit des os du bassin et la colonne vertébrale. Il semblait y avoir des vêtements enroulés dedans, puis on a vu la chaussure. Ça nous a vraiment secoué quand on l'a découverte là-bas. Les dossiers dentaires confirment que le corps est celui de Christian Aguilar. Les chefs d'accusation contre Bravo sont requalifiés en meurtre au 1er degré et enlèvement. Alors que les procureurs préparent son procès, ils apprennent enfin ce qui est réellement arrivé à Christian Aguilar. Lorsqu'un détenu qui partageait une cellule avec Bravo se manifeste en août 2014, il témoigne au procès de Bravo. Vous a-t-il parlé de l'idée qu'il voulait mettre fin à sa vie? Oui, monsieur. Qu'a-t-il dit? Il m'avait demandé, je crois que j'étais en train de lire ou quelque chose comme ça dans ma chambre, et il m'a demandé, vous savez, d'emprunter un stylo et mon lacet, et je lui ai demandé pourquoi, et il a dit, pour pouvoir écrire une lettre de suicide à ses parents et utiliser un lacet pour se suicider. Est-ce que vous lui avez prêté un stylo? Oui, je lui ai donné mon stylo. Lui avez-vous donné votre lacet? Non, monsieur. Avez-vous déjà lu cette lettre? Non. Vous a-t-il dit ce qu'elle contenait? Il me l'a lu une fois. Monsieur Angelo, je vais vous lire une partie, au moins une partie de la lettre, puis je vous demanderai si cela vous semble être la même lettre. D'accord? C'est égoïste. C'est peut-être une mauvaise décision, mais je suis déjà ici, donc la décision a été prise. Avec tout le monde dehors qui veut du sang, qui veut que je parte, je vais donc leur donner ce qu'ils veulent. Je suis content d'être détesté, que tout le monde pense si mal de moi. Ainsi, quand je ne serai plus là, je ne pèserai pas lourd dans le cœur des gens et je ne manquerai à personne. Je suis un monstre pour avoir blessé Chris, et les monstres ne devraient pas exister dans ce monde. Cela ressemble-t-il à la lettre qu'il vous a lue? Oui, monsieur. À travers ces conversations au sujet de cette lettre, avez-vous obtenu des informations plus détaillées sur ce qui est arrivé à Christian Aguilar? Oui, monsieur. Qu'est-ce que M. Bravo vous a dit à propos de Christian Aguilar? Est-ce qu'il a compris s'il sortait avec une personne du nom d'Erika ou non? Il a dit que des gens lui disaient et qu'ils se voyaient. M. Bravo vous a-t-il dit que lorsqu'il a appris plus tard qu'ils sortaient ensemble, il était contrarié à ce sujet? Oui, monsieur. Qu'a-t-il dit?
Juste qu'il était blessé parce que je suppose que lui et le gamin Chris étaient amis. Et que, vous savez, il lui avait menti en face à propos de ça, et je suppose qu'il avait dit que ça faisait mal parce que lui et la fille étaient ensemble depuis un petit moment, tu sais, un bon petit moment. Est-ce qu'il vous a déjà parlé de s'il avait fait un plan pour tuer Chris ou non? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il avait regardé différents endroits où il pourrait cacher un corps et je crois qu'il a pris quelques notes ou quelque chose comme ça, mais il a juste fait des recherches. Vous savez, là où se trouvait la forêt dans cette zone et... je veux dire, comme certains poisons et des choses comme ça. Avait-il plus d'un plan pour provoquer la mort de Christian Aguilar? Oui, monsieur. Et quels étaient ces plans dont il vous a parlé? Je crois. Au départ, il a dit qu'il allait essayer de l'empoisonner avec un mélange de somnifères et de pesticides. Et mélanger avec du soda ou quelque chose comme ça. Enfin, je suppose du soda. Et son plan de secours était d'avoir un couteau, vous savez, pour lui trancher la gorge, au cas où ça ne marcherait pas. Et son plan principal était, je suppose, vous savez, de l'étrangler avec une sangle de déménagement. Maintenant, à un moment donné, lorsque vous discutez de ce plan et de cette lettre, est-ce qu'il vous décrit les événements du jour où cela s'est produit? Oui, monsieur, je suppose. Pedro l'a appelé et a finalement réussi à le faire venir le lendemain. Il a dit qu'il devait l'éloigner du campus, vous savez, ils allaient déjeuner ou quelque chose comme ça, donc il avait essayé de trouver un endroit pour manger qui n'était pas sur le campus et c'était chez Zaxby's. Et ils ont fini sur la 13e rue après avoir tourné un peu. Et il s'est garé, vous savez, sur le côté du parking, loin de Walmart, mais c'est un peu derrière Crystals. Et il a dit que, vous savez, ils étaient assis là et que je suppose tu sais, je ne suis pas sûr de ce dont il parlait ou quoi que ce soit. Vous savez, il est sorti comme s'il devait chercher quelque chose sur la banquette arrière. Et il m'a dit que, vous savez, quand il était là derrière, il a en gros passé une sangle de déménagement autour du cou du gamin et s'est appuyé contre le siège. Et, tu sais, il a dit qu'il se souvient avoir regardé la radio, l'horloge sur la radio, et qu'il a dit que ça a pris environ 13 minutes pour que le gamin, tu sais, je suppose, meure. Est-ce qu'il t'a décrit ce qui est arrivé à Chris pendant que ce processus avait lieu? Pas vraiment, il a juste dit que Chris avait essayé d'ouvrir la porte une fois, et c'est là qu'il a un peu resserré la sangle. Je suppose qu'il a mis son poids contre, et il a dit que Chris s'est juste contenté de jeter son chewing-gum par terre. Et... il n'a vraiment rien dit d'autre après ça, il a juste, je suppose, une fois qu'il a pensé que c'était suffisant ou quelque chose comme ça, il l'a tiré sur la banquette arrière et il a dit qu'il avait gardé la sangle sur, tu sais, son cou, mais qu'il avait scotché ses mains et sa bouche avec du ruban adhésif. Et je suppose, tu sais, à ce moment-là, il est monté à l'avant et a commencé à conduire un peu partout. Et pendant qu'il roulait, il a dit que, tu sais, le gamin Chris n'arrêtait pas de faire des bruits bizarres. Et il a dit qu'il tenait la sangle, tu sais, tout le temps parce que ça l'a un peu effrayé. Est-ce qu'il t'a parlé de se débarrasser du corps de Monsieur Aguilar? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il avait dit que... il avait déjà cherché sur l'ordinateur des endroits comme des zones boisées qui étaient en dehors du comté. Et il l'a emmené comme en allant à Cedar Key dans un club de chasse. Et il a dit qu'il faisait nuit, donc il était, vous savez, sur un chemin de terre quelque part. Et il est allé un peu plus loin dans les buissons et il avait garé son véhicule en biais pour que ses phares éclairent la forêt. Et là, il a dit qu'il avait, vous savez, commencé à creuser un trou, mais qu'il n'avait pas pu creuser très profond parce qu'il a fini par tomber sur de la roche calcaire et la pelle ne pouvait pas passer à travers la roche calcaire et il était fatigué. Est-ce qu'il vous a indiqué s'il avait recouvert le corps de Monsieur Aguilar? Oui, il a dit qu'il était juste fatigué d'essayer de creuser, alors il a mis le corps du gamin dans le sol et l'a recouvert. Et puis il a mis un petit arbuste dessus et une pierre pour que ça ait l'air, je suppose, normal, comme si, tu sais, il n'y avait rien là.
Pedro Bravo est reconnu coupable d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, d'empoisonnement, de transport illégal de restes humains. Avoir fourni de fausses informations aux forces de l'ordre dans une affaire de disparition, altération de preuves et fausses déclarations, après la disparition d'Aguilar en 2012. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais il ne purge pas l'intégralité de sa peine. En mars 2025, à l'âge de 31 ans, Bravo est retrouvé mort par suicide dans sa cellule. Après le meurtre de Christian, son frère Alex et leur père Carlos ont transformé leur douleur en action en créant une organisation qui forme des chiens de recherche pour retrouver les personnes disparues. Parce qu'Alex dit que des milliers de personnes disparaissent chaque jour et qu'aider les autres est devenu la seule façon pour leur famille d'aller de l'avant.